Alors, on commence un nouveau module et on va faire un full tutoriel sur Nmap, hein. Nmap qui est un scanner de port réseau. Ok, on va voir qu'il a de multiples fonctions. Ok, donc il y aurait énormément à dire, comme à chaque fois qu'on traite du réseau, hein. Je rappellerai qu'en informatique, ce sont des années d'études. Ne vous mettez pas de barrière. Si vous ne comprenez pas tout, ça viendra avec le temps. Ok? Ce sont des systèmes extrêmement complexes et on va survoler encore une fois. Je vais me focaliser sur le cours parce que je pourrais vous parler pendant des heures du protocole ARP, comment on peut en abuser, de l'analyse ICMP pour faire le ping, hein, et comment on peut aussi analyser le trafic TCP, UDP, comment utiliser les scripts et tout ça. Le but, hein, c'est de la découverte. Alors, je vous ferai des cours sur le réseau, comment on adresse un réseau. Je vous ai fait quelques vidéos déjà, hein, dans la partie internet et réseau, hein, en vous expliquant l'UDP, le TCP, grosso modo comment ça fonctionnait. Les cours ne sont pas terminés, loin de là, hein, ça sera en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, on va se focaliser sur comment on peut cibler un réseau. Vous savez, je vous ai parlé de la reconnaissance passive, active. Et ben, on va voir comment on peut générer et faire des tâches répétitives, hein, parce que techniquement, on va scanner généralement pas qu'une machine sur un réseau, on va en scanner plusieurs, on veut connaître quels sont les systèmes en place, quels sont les services en cours d'exécution sur ces systèmes. Pour ce faire, on a un outil très efficace qui s'appelle Nmap. Alors, la première question, hein, ça va être la découverte. On parle de découverte d'énumération, hein, d'ordinateurs au niveau d'un réseau local. Ok, on verra comment on peut utiliser ARP, mais on peut parfois vouloir attaquer d'autres machines, ok, qui sont sur d'autres sous-masques réseau. On verra le principe de masque et de sous-masque, de réseau et de sous-réseau. Ok, donc aujourd'hui, ça sera la découverte de l'hôte en direct. Ensuite, on verra l'analyse de port de base Nmap, l'analyse avancée des ports Nmap et l'analyse post-port. Donc après, on a vraiment des techniques sophistiquées pour venir scanner des machines. Ok, on verra ça bien plus tard. Aujourd'hui, on va voir les bases. Donc, comment je peux découvrir les hôtes, les ordinateurs qui sont présents au sein d'un réseau interne ou externe, ok, eh ben, je vais utiliser le protocole ARP, hein. On va envoyer des requêtes ARP pour découvrir les hôtes en direct. Ok, je vous donne un exemple. On utilise tous à la maison, hein, de la classe C. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je regarde mon adresse IP, je vois que je suis en 192.168.1.11. Ok, et le sous-masque réseau, c'est 255.255.0. Ok? Je vous expliquerai la notion d'adressage. Ok? Le broadcast permet de communiquer à toutes les machines qui sont sur le réseau 192.168.1.0. Moi, la mienne, c'est la 11e. Ok? On a la dernière, la 255e, hein, parce qu'on va de 0 à 255, qui est pour le broadcast. Ça permet de faire communiquer toutes les machines qui sont sur le réseau 192, 168, 1, 0. Alors ça peut être 1.11, ça peut être 1.15, ça peut être 1.64, ça peut être 1.133, vous l'avez compris, jusqu'à 254, puisque la 255e est réservée au broadcast, comme je vous le disais. Et la première, 192, 168, hein, est réservée à la gateway. Alors, on va faire simple. On va faire très simple. Vous savez que c'est bien plus compliqué, mais on va faire simple. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux du réseau et sur quoi je peux me baser? Bon, voilà, on va commencer très simple. Ok? Donc, comment fonctionne Internet? Hein, il y a déjà deux choses que vous devez bien comprendre. Ok? Des limites, euh, voilà, qui doivent être claires. Alors, comment je vais faire? Je vais faire une droite. Je sais même plus comment on utilise l'outil, hein, vous m'excuserez, mais ok.
peux tracer là ou tu m'emmerdes? Non, tu veux pas? Ok, essaie de m'emmerder. Ah oui, pardon. Ok. Donc là, il y a une limite. Euh, ça, comment vous expliquer? Euh, ça, c'est la passerelle. Ok. On appelle la gateway en anglais. Bien, bien comprendre ça. Et euh, là, on a quoi? On a notre réseau local, on est d'accord? Et là, on a le principe d'extranet, ok? Donc je vais essayer de développer, mais l'internet, c'est quoi? L'internet, en fait, c'est ce qu'on appelle l'extranet. Extra qui veut dire dehors, ok? Et là, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur votre intranet, ok? Qu'on appelle plus communément le réseau local, ok? Local parce que s'il est chez vous, à la maison ou dans une entreprise. On est d'accord? Donc, je vais faire très très simple. Comment l'intranet, votre réseau local à la maison, vos imprimantes, vos PC, vos portables, vos tablettes, vos mobiles communiquent à l'internet, l'extranet, il passe par une passerelle qu'on appelle une gateway. La gateway, elle gère, elle est gérée par le routeur, ok? Le routeur sert également de commutateur, de switch. Il va relier tous vos équipements réseau à la maison, ok? Les protéger via un pare-feu, firewall, et il va servir de passerelle. La passerelle permet quoi? De faire communiquer votre intranet, votre réseau local, à l'internet, l'extranet, ok? Sans passerelle, le réseau reste local. Il ne peut pas communiquer vers l'extérieur. OK? Et le pare-feu route les paquets de l'extérieur à votre réseau local, hein, et si jamais c'est l'imprimante qui a besoin d'une chose, on lui envoie les données. Si c'est ce PC-là, on l'a. Si c'est le laptop-là, on reroute les paquets. OK? Et au sein du réseau local, via le switch ou l'accès Wi-Fi de votre routeur, ok, la carte réseau de votre routeur, on peut communiquer, hein, l'imprimante peut communiquer avec la tablette, le PC peut communiquer avec le deuxième PC, le portable pourra communiquer avec votre téléphone, avec des protocoles. On va faire très très simple. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle en gros une zone DMZ. C'est une zone démilitarisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, c'est plus complexe. Mais on va faire simple. Ici, on est en sécurité. C'est le réseau local. Tout c'est l'intérieur, hein, du système. On est protégé par quoi? Par le pare-feu. Ok? Le pare-feu vérifie les communications entrantes, ok? Rarement sortantes, hein, puisque vous savez qu'en hacking, très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à un des équipements qui est derrière le pare-feu, hein. Là, on est derrière le pare-feu. Là, on est devant le pare-feu. On va lui dire, écoute, tu ouvres une porte dérobée, et tu te connectes à Internet. Tu te connectes au PC de Toto, le hacker, via la passerelle, mais tu contournes le pare-feu. Ok? C'est ça qui nous permet de contourner le pare-feu, parce que si Toto, le hacker, il est sur Internet et il essaye d'attaquer le portable directement, là, le pare-feu, il va lui dire, hé Toto, tu peux pas rentrer. Donc Toto, il sera bloqué. Il peut aller sur Internet, mais il peut pas rentrer sur l'intranet, sur le réseau local. Ok? Donc on fait des reverse shell, hein, on va demander une connexion non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, à l'inverse, ok? Je vais faire pas une bind connection, je vais faire une reverse connection. Et comme le laptop a besoin de se communiquer à Internet, comme le portable a besoin de communiquer à Internet, comme la tablette a besoin de communiquer à Internet, ou l'imprimante, le pare-feu
se dit, bah écoute, il n'y a pas de problème. Allez, je te laisse te connecter. Pchit, hop, ça sort. Et Toto le hacker récupère la main sur le laptop, sur le téléphone, sur la tablette. Ok? Donc, comprenez bien, on a trois grosses parties. On a l'intranet, le réseau local. On a la passerelle et le pare-feu. Ok? C'est la deuxième partie. Passerelle qui permet de communiquer entre l'intranet et l'extranet. Et le pare-feu qui permet de gérer, de sécuriser un tant soit peu. Mais comme je viens de vous le dire, eh ben, euh, on, on peut le contourner. Ok? Il y a divers techniques. Ok? Donc ça, c'est vraiment les bases, c'est ce qu'il faut retenir. Ok? Revenons. Donc moi, au sein de mon réseau local, je vais pouvoir demander, ça c'est mon, par exemple, Windows ou mon Linux, et je vais lui dire, écoute, tu vas me faire une request, une requête ARP sur le réseau. Et moi, je lui dis, bah écoute, tu sais, t'es en 192, 168, 1, 1, ça, on appelle ça de la classe C. Je vous ai déjà expliqué ça dans mes vidéos, je ne reviendrai pas dessus, on développera plus tard. Ok? Donc là, il va envoyer des paquets réseau au switch, mais en fait le switch, c'est votre routeur. Le routeur va dire, ah ok, tu veux faire une requête ARP, j'envoie des paquets ARP. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va flotter le réseau local, et là, il y a des paquets qui vont faire, qui vont dire, écoute, tiens, oh, ça c'est cool, tiens, tu veux bien me répondre? Là, j'ai une requête ARP. Ils vont lui dire là, tiens, tiens, le laptop là, t'es gentil. Regarde, j'ai une requête ARP aussi, etc., etc. Vous avez compris. Qu'est-ce que vont faire tous les équipements sur le réseau? Ils vont répondre par un autre paquet ARP et ils vont dire au routeur, au firewall, bah tiens, ça, moi, ici là, ah bah écoute, moi maintenant je suis en 192, 168, 1, 10. Ok? Le portable, il va dire, ah bah tiens, ça c'est le portable de ma mère. Oui, oui, routeur, je suis en 192, 168, 1, 11. Ok? Lui, il va dire, bah écoute, moi je suis en 12, vous l'avez compris. Ok? Lui, il va dire, je suis en 13, lui, il va dire en 14, en 15, en 16. Ok? C'est pas forcément comme ça, hein. Ça pourrait être très bien 99, ça pourrait être très bien 244. Ça dépend comment vous configurez le réseau. Alors, les gens sont pas experts en réseau. C'est normal, c'est un métier. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise très souvent, ok, le DHCP. Ok? Le DHCP, ça permet de quoi? Ça permet d'attribuer une adresse IP à tous les équipements dans ma maison, hein, et je vais lui dire, écoute, tiens, je viens de brancher un nouveau téléphone en Wi-Fi, par exemple, est-ce que tu peux me donner une adresse IP et me connecter à Internet? Ok? Qu'est-ce que va faire le protocole DHCP? Ok? Il va dire, écoute, ok, mon téléphone là, iPhone, je vais regarder les adresses IP présentes sur le réseau, hein. Il va voir qu'il y a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il va dire, écoute, ouais, pas de problème, tu vois ça. Hop, copier ça, ou c'est trop vous demander. Ok? Ton nouveau téléphone, là, il n'y a pas de souci. Écoute, tiens, regarde, je te mets une nouvelle adresse IP. Hein, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hein. Alors, je sais que de 10 à 16, je peux pas utiliser cette plage. Donc, toi, bah, tu sais quoi, ça devient 192, 168, 1, 17. OK? Et il attribue l'adresse IP à votre nouveau téléphone portable. Hein. Et maintenant, bah voilà, votre téléphone portable peut se connecter, ok, à Internet, ok, puisqu'il a une adresse IP et il a une adresse MAC, ok. L'adresse MAC, c'est quoi? C'est un identifiant sur votre carte réseau. Votre téléphone a une carte réseau, votre ordinateur a une carte réseau, votre imprimante a une carte réseau, votre tablette a une carte réseau, tous les objets connectés, l'Internet des objets, les IoT, ont des cartes réseau qu'on appelle quoi? Qu'on appelle NIC, ok, en anglais, Network, ok, Interface Card, hein.
carte réseau qui permet l'interface. On parle d'interfaçage, enfin en français je sais pas comment on dit, mais on parle d'interfacer, hein, c'est justement permettre la communication, l'interopérabilité. Ok? Donc là maintenant, bah super, j'ai mon nouveau téléphone et je peux lui dire, bah écoute, tiens, ton nouveau téléphone, t'en veux un deuxième, je vais demander au DHCP, il va dire, ah ouais, tu veux ajouter un téléphone? Pas de souci. Maintenant c'est 18, etc., etc. Donc on utilise hein, l'attribution dynamique d'adresse IP via un serveur DHCP. Là, on a une partie hein, qui tourne sur votre routeur, sur votre box à la maison, et il y a une sorte de serveur qui va dire, bah, à chaque fois que tu me connectes une périphérique avec un câble ou avec le routeur Wi-Fi, eh ben, tu sais quoi, je vais te connecter, ok, automatiquement via le DHCP, ok. Donc ça, il faut que ça soit bien clair. Donc, on a le protocole ARP1 qui va permettre de découvrir tous les autres sur mon réseau local. Je peux également utiliser des requêtes ICMP pour identifier à la fois les autres qui sont sur mon réseau local, mais je peux également aller vers l'extérieur, aller requêter, faire des requêtes de ping, et je vais dire à Internet, écoute, là il y a, je sais pas, 212, 114, 11, 208, ok? Est-ce que tu peux me le trouver? Ok? Et là, bah, il y aura peut-être un serveur quoi, DNS, hein, je vous expliquerai aussi plus tard. Je vous ai déjà fait des vidéos, mais on va rentrer dans les détails. Ok? Donc on a le DNS route, hein. Après, on a les GTLD, hein. Je vous expliquerai plus tard, ne vous inquiétez pas. On a les TLD, ok? Et grosso modo, ils vont dire, bon, bah écoute, ouais, cette adresse-là, ouais, je la connais, je la connais. Tiens, tu devrais regarder, c'est peut-être ce site-là. Ok? Hmm. C'est peut-être le site-là, et c'est, je sais pas, ce que vous voulez. Allez, on va faire large, simple, donc, je veux dire. Je peux taper là, c'est pas trop vous demander. C'est, ah oui, tu vas aller sur Google, ok? Google.fr. Google.fr, ouais, pas de problème. Le DNS, le route, ouais, ouais, ouais. Apparemment, c'est bien cette adresse-là. Ok? Donc cette adresse-là que toi tu cherches, eh ben moi je peux dire à Nmap, ok? À partir de mon ordinateur qui est là, hein, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, écoute, Nmap, tu me fais un ICMP echo request et moi je veux connaître cette adresse. Ok? Ça va sortir du réseau local, contourner le pare-feu, passer par la gateway, se connecter via Internet, soit via ma carte réseau Ethernet, soit ma carte réseau Wi-Fi, ok? Ou 3G ou 4G ou 5G si vous avez des mobiles, ok? Ça va aller requêter sur les différents serveurs DNS, ok? Là, ça veut dire, ah bah écoute, ouais, visiblement c'est google.fr et bah, l'adresse c'est 212 114 11 208. Ok? C'est un exemple, mais c'est à ça que nous sert Nmap. Et après, on va pouvoir lui dire, bah écoute, ça c'est bien, mais moi je veux savoir les services hein, qui tournent dessus. Je veux connaître les ports, ok? Les applications, euh, les frameworks, plein de trucs, ok? Euh, une base de données, s'il y a une base de données, etc., etc. On va faire notre phase, notre fameuse phase de quoi? De reconnaissance active dans la matrice, ni plus ni moins. Ok? Donc ça, faut bien comprendre. Revenons au cours, c'était juste pour vous expliquer. Ok? Ensuite, on peut faire de l'analyse de ping aussi via le protocole TCP et UDP. Quelle est la différence entre les deux? Ça envoie tous les deux des paquets réseau, rien ne change. Par contre, le TCP, on vérifie les connexions, c'est beaucoup plus lent, et l'UDP, on ne vérifie pas la connexion. Si jamais il y a une perte de paquet en TCP, on renvoie automatiquement le paquet, ok? Si le paquet est perdu en UDP, bah c'est foutu, ok? Donc ça veut dire quoi? Bah généralement l'UDP on s'en sert pour des trucs pas très critiques où il faut pas beaucoup de latence, c'est-à-dire la vidéo en ligne, VoIP, jeux vidéo. Ok? Vous perdez un paquet en jeu vidéo, vous allez avoir votre personnage ou les autres personnages qui vont se déplacer pendant une microseconde de façon bizarre. Ça va être réglé dès que les nouveaux paquets arrivent. Vous regardez une vidéo sur Skype, vous allez avoir des pertes de paquets
vous allez avoir des artefacts, il y a des pixels qui vont apparaître, l'image va se figer pendant un moment, c'est pas très grave, la communication reprend. Ok? Par contre, quand on transfère un fichier, qu'on veut téléverser, uploader ou télécharger, downloader un fichier, on a envie qu'il soit intègre, qu'il soit pas corrompu. Donc on va venir vérifier les paquets. Ok? Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai dit, hein, je vais remontrer quand même parce que j'aime bien mettre double couche, que les gens comprennent bien, parce qu'après ils me posent tout le temps la même chose. Hein, vous allez sur YouTube. YouTube est mal fait, hein, mais ça j'y peux rien, moi je suis pas américain. Donc vous allez là-dessus. Je vais débloquer YouTube. Hop. Vous tapez la chaîne YouTube la plus sous-cotée d'Internet. Ok, on va taper Salvador Bancaire, ou CTF. Alors pas de M, hein. Ça là, je l'ai écrit comme ça. Il y a de la latence. Donc, je sais même pas si j'apparais si je tape ça. Ouais, taper CTF, je peux même pas. Vous voyez, je suis banni de YouTube. Si, je fais ma vidéo qui. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas dans Create Playlist ou Mes Playlists. Là, vous êtes limité. Ok? Il y en a bien plus. Il y en a bien plus. Vous cliquez sur Create Playlist. Ok? Et là, voilà, putain, énerve. Ah, attends. Et là, vous voyez que vous avez un paquet de playlists. Ok? Qui, elles peuvent pas toutes s'afficher. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les 58 vidéos que je vous ai faites en réseau. Hein, et sur le sujet, Internet pour les nuls, 16 vidéos. Ok? Et qu'est-ce qui pourrait vous aider là-dessus? Peut-être un peu web hacking, mais bon, ça se verra plus tard. Mais surtout Internet. Ouais, je pense que ouais, c'est le plus pertinent. Surtout, regardez bien réseau euh, et Internet. Ok? Je ne sais même plus où il est. Réseau et Internet pour les nuls. Ok? Parce que c'est là où je mets toutes les vidéos concernant ce sujet. Ok? Donc si jamais vous avez des questions, essayez de creuser. Vous allez voir que là, vous avez 58, ça fait quasiment 60. Vous avez 75 vidéos, 74 vidéos qui traitent d'Internet, du réseau. Ok? Je vous explique tout ça. C'est pour ça que là, ça, c'est l'intro. Maintenant, on va foncer direct dans le vif du sujet. Je ne vais pas réexpliquer des choses que j'ai déjà expliquées dans cette playlist et dans cette playlist. Ok? Maintenant, vous savez y aller. Vous allez dans playlist et dans playlist, comme je vous disais, attention, hein, si vous faites que ça, il n'y a pas toutes les playlists. Pensez à cliquer sur Created Playlist. Là, vous avez toutes mes playlists. Ok? Bon, je m'arrête là. On commence le cours. Donc, on va introduire deux scanners aussi en plus, hein. On a ARP Scan et Mascan qui est excellent pour notamment scanner l'ensemble de l'Internet, même si c'est interdit par la loi. Ok? Je répète. Donc, Nmap, faisons un peu un historique. C'est sorti en 97, hein. C'est l'abréviation de Network Mapper. C'est un logiciel libre, open source, publié sous licence GPL. Ok? Par opposition, vous avez le monde de Windows qui est fermé, qui est propriétaire, et vous avez les licences GPL. Ok? GNU GL, GNU Linux, c'est une licence GPL. Tout le monde peut utiliser Linux, on n'a pas besoin de payer, vous pouvez le modifier, vous pouvez réécrire du code, vous faites ce que vous voulez. Ok? C'est ce qu'on appelle le monde libre, pardon, le monde open source. Mais vous avez compris où je voulais en venir. Ok? Et donc, bah, on a Fyodor, hein, qui est Gordon Lyon, qui a une expérience en réseau, programmeur open source, qui a créé cet outil. Hein. Il avait besoin de constamment faire des tests d'intrusion, des tests réseau, et il s'est dit, bah, autant coder mon propre outil qui va m'aider, puisque tous les jours j'ai besoin de cartographier les réseaux, d'identifier les hôtes en direct, découvrir les services en cours d'exécution. C'est comme ça qu'est né Nmap, qui est aujourd'hui un outil standard dans l'industrie. Et on a également ce qu'on appelle un moteur de script. Qu'est-ce qu'un moteur de script? Le moteur, vous savez, comme dans une voiture, ça va nous permettre de lancer, d'utiliser des scripts. Les scripts vont étendre
davantage les fonctionnalités de Nmap. Ça va nous permettre de faire du fingerprinting, c'est-à-dire de faire une empreinte digitale, hein, des vulnérabilités, des services, des applications qui tournent sur les serveurs, sur les postes clients à distance et savoir comprendre un peu mieux la surface d'attaque. Ok. La surface d'attaque va nous donner quoi? Des vecteurs d'attaque. Et ces vecteurs d'attaque vont permettre quoi? D'exploiter des vulnérabilités sur les serveurs. Ok. Donc, on a différentes étapes, hein, qui sont indiquées ci-dessous. Certaines sont facultatives et d'autres dépendent des arguments en ligne de commande que vous allez fournir à l'outil. On va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc la première étape, c'est l'énumération des cibles, hein. On va découvrir ensuite, étape 2, les hôtes. Quand on parle d'hôtes, on parle de machines. Ok. Est-ce qu'elles sont éteintes? Est-ce que la machine est en train de redémarrer? Est-ce que la machine est en carafe? Elle est down? Ok, elle a craché. Est-ce que la machine est up? Elle tourne? Elle est fonctionnelle? Je peux l'utiliser. Ensuite, on va se servir du principe de DNS, notamment de reverse DNS. Ok, comme je peux demander à Google, je vais vous montrer un exemple. Ligne Orange, ok, .fr. Là, il me dit, écoute, tu vois, Orange, ça c'est du reverse DNS. Ok, le navigateur, vous lui rentrez orange.fr. Ok, mais le navigateur, il comprend parfaitement quoi? Bah, l'adresse IP. Les ordinateurs communiquent via l'adresse IP. Donc là, je fais ça, ça m'amène où? Vous inquiétez pas du message, c'est normal. Advance, accept. Ok, cette page est en réparation, mais on arrive bien sur e.orange.fr. Deuxième exemple. Ping www Orange. Là, cette fois-ci, je demande le quoi? Le World Wide Web. Et pas le nom de domaine Orange. J'ai une nouvelle adresse, si je dis pas de bêtises. Nouvelle adresse IP. Ok? Mais qu'est-ce que fait votre navigateur? Il utilise constamment le DNS. Pourquoi? Pour communiquer avec Internet. Ok? Là, je lui dis proceed and save. Ok, vas-y. Advance. Il a décidé de m'emmerder. Donc, je vais prendre l'exemple de Google et m'emmerdera pas. Ok? Alors, comment fonctionne Internet? Vous, dans votre navigateur, vous tapez www.google.fr. Ok? On est d'accord, on le fait tous les jours. Donc là, non, c'est .com, je vais prendre le .fr. Ok? On arrive là-dessus. En français, la page de Google. Mais en fait, ça c'est un alias. Un alias, vous le savez, c'est comme dans la vraie vie. Saltimbanque, c'est quoi? C'est un alias de ma personne. Ok? Moi, dans la vie, je m'appelle pas Saltimbanque. Vous imaginez bien. Moi, dans la vraie vie, c'est Marco. Ok? Je prends un alias, un sobriquet. Ok? Et mon alias, c'est Saltimbanque. Ok? Dans le cyberespace. Vous comprenez bien l'analogie. Et ben ça, c'est un alias de quoi? C'est un alias du vrai nom. Le vrai nom, en fait, la machine, elle s'appelle mat01.net patati patata. Vous avez bien compris. Je vous montre. Je sais pas s'il va réussir à résoudre ça. Il n'arrive pas à résoudre, ok, mais vous voyez bien que quand je tape le vrai nom de la machine, on arrive bien sur une machine Google, ok? Donc il y a bien une corrélation entre le www.google.fr qui est un alias qui est relié à cet AS, ok? Un AS, je vous expliquerai plus tard, mais on va voir. C'est un autonome system, ok? Alors, je ne vais pas développer trop, mais Internet fonctionne grâce aux AS. Les AS, donc, ce sont les systèmes autonomes, hein. C'est un ensemble de réseaux informatiques IP intégrés à Internet dont la politique de routage interne, route à choisir en priorité, filtrage des annonces est cohérente. Un AS est généralement sous le contrôle d'une entité, une organisation unique, typiquement un fournisseur
d'accès Internet. Ok, typiquement, on a le IANA, et le IANA gère tous les routes. Ok, c'est une partie, ça appartient à la NASA, une autre partie, ça appartient à l'armée américaine, euh, d'autres à des, comment dire, des boîtes américaines, mais c'est les États-Unis qui contrôlent tout ça. Je sais pas pourquoi ils ne veulent pas me taper ça. Bah, tapons, revenons en arrière. Je vous mettrai les articles, lisez si vous ne connaissez pas. Ok, je vous expliquerai ce qu'est un AS, un ASN, un ASDNS. On verra tout ça. Ok. Justement, il y a quelques jours, Facebook a été inopérant à cause d'un problème d'AS. Je vous expliquerai comment ça fonctionne et pourquoi Facebook a perdu des milliards en quelques jours. Donc, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, des routes domaines. Ok, donc, on a une base de données et c'est l'épine, ce qu'on appelle le backbone en fait, hein. C'est l'épine dorsale d'Internet. On a des domaines, on a des sous-domaines, hein. Nous, en France, on a quoi? On a le .fr, ok? Je vais aller chercher le .fr et on va voir par qui il est géré. Le IANA, c'est l'Institut international du réseau, en fait. C'est eux qui attribuent tout ça, hein. C'est les Américains qui contrôlent ça. C'est pas international, c'est vraiment les Américains qui contrôlent l'épine dorsale d'Internet. C'est pour ça que le jour où ils veulent couper Internet, ils couperont Internet et vous n'y aurez plus accès. Ok? C'est pour ça que les Européens sont en train de réfléchir à autre chose, hein, d'autres voies de faire. Alors le FR, c'est qu'on peut le trouver. Voilà. Ok? Donc nous, en France, qui gère le .fr, le country code, c'est l'Association nationale pour le nommage Internet en coopération, qu'on appelle l'AFNIC. Ok? Mais on a également des routes. Les routes, c'est vraiment, je vous expliquerai tout ça en détail, vous inquiétez pas, c'est vraiment la base en fait, hein. La base, c'est eux qui contrôlent tout, 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 tout. On va voir les routes serveurs. Ok? Et on voit qu'ils sont pas très nombreux. Et en fait, ces 13 autorités sont contrôlées à la fois par des sociétés américaines, VeriSign, qui donnent des certificats d'authentification. On a des universités, ok? On a d'autres universités. On a la NASA, hein, avec le Ames Research Center. C'est là où ils testent tous les projets top secrets de la NASA. On a l'US Department of Defense. On a l'US Army. Ok. Donc, et l'ICANN, c'est l'autorité de régulation américaine des communications. Donc on voit que c'est dispatché. Et en gros, qui contrôle ces serveurs routes? Il y en a 13. Contrôle Internet. Contrôle le monde. Ok? Puisque Internet ne peut pas fonctionner sans les DNS et sans la root zone. Ok? La root zone, c'est quoi? Eh ben, vous le savez pas, mais en fait, là, on a quoi? Là, j'ai un protocole dans mon navigateur. Je lui dis, je veux me connecter en HTTPS, port 443. Ensuite, je lui mets deux points slash slash. C'est une convention. Je lui dis, écoute, j'ai besoin d'aller sur une machine sur le World Wide Web. Ça, c'est le host, hein, en termes informatiques. Ensuite, on a quoi? On a le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est Yana et ça termine par quoi? Eh ben, on l'a vu. C'est quoi qu'on a vu? Le root database, on a un point .org. Ok? Ça, c'est les TLD. Ok? C'est le top domaine. Euh, et ensuite, on a quoi? On a le root. Le root, c'est la racine. Ok? Il y a encore un des serveurs ici qui va vous rediriger vers diana.org. On ne le met jamais, mais il y a un point. Votre navigateur, il le met automatiquement. Et après, j'ai quoi? Eh ben, hein, chez l'URL. Là, on a quoi? On a une arborescence à la racine du serveur qui s'appelle domaine. Il y a une sous-arborescence qui s'appelle root. Et là, on a une page qui s'appelle serveur qui nous est présentée. Ok? Et si, pourquoi je mets le point? Parce que le point, justement, ça. C'est un de ces 13 serveurs. Et si je mets le point, je fais entrer. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait aucune différence. Ok? Parce que automatiquement, votre navigateur, il met le point. Mais le point, on ne le voit jamais. Ça, c'est le root server. C'est un de ces routes. Ok? Et automatiquement, grâce au serveur de DNS, eh ben, on fait fonctionner et ça nous parle. Ok?
Yana.org, je tape www.yana.org. Mais je pourrais exactement, comme vous dire, je pourrais taper quoi? Faire un DNS reverse, Yana.org, c'est quoi? C'est 192.038. Copier, hop, hop, je mets un point, le route, j'arrive bien sur le site de Yana. Ça, ce sont les DNS. Je vous expliquerai le principe de transfert de zone, le principe de route, le principe de GTLD, de TLD. Je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos, mais on verra plus loin. On verra plus loin puisque on ne peut pas expliquer un système complexe avec simplement le survolant. Ok? Mais revenons. Ok? Mais il faut que je vous parle de tout ça, sinon, si vous êtes néophyte, vous n'allez pas comprendre. Donc le DNS, on peut l'interroger dans les deux sens. Ok? Je l'interroge dans un sens quand je lui dis écoute, tryacme.com, là il va aller taper sur les serveurs DNS. Ok? Et il va dire ah bah, tryacme.com c'est telle adresse IP, je te l'affiche. Pour nous, c'est transparent. Ok? On parle en nom de domaine, c'est ce que retiennent les êtres humains. Les machines parlent en adresse IP. IPv4, IPv6. Et à l'inverse, vous voyez très bien que je peux, à partir d'une adresse IP, demander le nom de domaine. Ok? Donc DNS, reverse DNS. Et à chaque fois que vous voyez lookup, hein, un lookup, c'est exactement ce que fait le navigateur web. Qu'est-ce que fait le lookup? Ok? Là, je fais un DNS lookup. Quand j'appuie sur Entrée, il y a un DNS lookup qui va se faire de votre navigateur web, qui va dire, Toto le hacker, là, il m'a rentré HTTPS, donc ok, ça je comprends, c'est protocole chiffré, port 443, mais il veut se connecter à un truc qui s'appelle tryacme.com. Qu'est-ce qui se passe? On a un DNS lookup, ça va interroger les serveurs DNS, et ils répondent et ils disent au navigateur, tiens, c'est telle adresse IP, affiche-lui le site tryacme.com. Ok? Ensuite, on va scanner tous les ports qui sont présents sur la machine. On va détecter les différentes versions, hein, puisque il peut y avoir, par exemple, un serveur Apache. Le serveur Apache, il va avoir telle version, telle version, telle version. Il va y avoir une base de données MySQL, elle va avoir telle ou telle version. Et pour nous, vous savez que c'est du pain béni, puisque en fonction de la version, on va pouvoir chercher les failles publiques ou développer des exploits pour venir pirater. Ok? Et ensuite, on a quoi? On va détecter l'OS. L'OS, c'est le système d'exploitation. C'est quoi? C'est de l'Unix, c'est du Linux, du macOS, du Windows, ou les 130 systèmes d'exploitation que vous avez jamais entendu parler parce que vous êtes trop jeune ou parce qu'on l'utilise soit dans l'armée, soit dans le monde scientifique. Ok? Ensuite, le traceroute. Je vous en ai parlé. Le traceroute, qu'est-ce que ça va faire? Ni plus ni moins. Ça va venir mapper le chemin de nos paquets, hein, entre le canal de communication. Typiquement, pour un canal de communication, il faut qu'il y ait deux individus, deux parties. J'ai Toto le hacker avec son Kali Linux qui veut se connecter via la passerelle de son routeur à Internet. Ok? S'il va sur le site de TryHackMe, grâce à Traceroute, je vais savoir par où passent mes paquets. Ok? Par où passent mes paquets. Voilà. Tracer, Traceroute, Tracer sous Windows, pardon. Qui veut pas. D'accord? Et là, il me dit, bah écoute, Coco, il faut 8 sauts, hein, qu'on appelle des hop, hop, hein. Ça veut dire un saut, comme un saut de lapin, ok? Et bah écoute, Coco, toi, t'es tranquillement en France avec ta petite Livebox Orange, ok? Et après, je sors, je passe par quoi? Par le réseau Orange, ok? Et je me connecte 3 sauts plus tard, hein, je passe par 8 routeurs, plus le routeur de ta box, ok? Donc 7 routeurs pour me connecter en Angleterre, ok, au serveur de Try Avec Me, ok, et j'ai
Les AS, donc je sais que ça c'est l'AS Orange, comme je vous disais, ce sont les systèmes autonomes de chez Orange qui permettent d'acheminer quoi? Les paquets réseau de quoi? Des abonnés Orange vers quoi? Internet. Ok? Donc, je vous l'ai déjà expliqué, mais on va faire très très simple. Internet, c'est quoi? Le réseau, c'est quoi? C'est composé du LAN. Ça, c'est mon réseau local. Local, area, network. Ensuite, on a quoi? On a du MAN. Le MAN, typiquement, ce sont les gros nœuds de télécommunication, des switches, des routeurs qui appartiennent euh, à votre fournisseur d'accès Internet. Ok? C'est le Metropolitan Area Network. Donc, réseau de métropole. Ok? Sous terre, il y a des câbles de fibre optique. Ok? Et ensuite, ça passe sous la mer. Mais tout ça permet d'acheminer les télécommunications. Et là, on voit qu'on passe par les AS d'Orange. C'est normal, je suis abonné Orange. Et ça, c'est le MAN. Ok? Et enfin, tout au bout, qu'est-ce que j'essaie de me connecter? J'essaie de me connecter à l'extranet. L'extranet, ça, c'est le WAN, Wide Area Network. Donc, Internet, c'est quoi? C'est le local area network, votre réseau local qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec mon petit diagramme tout flingué. Ça, c'est le LAN. Ok? Je sors grâce à la passerelle. Je vais avoir les ordis de mon fournisseur d'accès Internet, on va dire, hein, et je vais passer par des grandes villes, ok, où il y a de la fibre, c'est câblé. Ça, c'est mon MAN, ok. Et enfin, j'ai quoi là? J'ai le WAN qui va me permettre d'accéder à Internet, ok. Donc ça, pareil, je vous l'ai déjà expliqué, mais il fallait que ça soit bien clair, ok. C'est trois strates: le réseau local, le réseau métropolitain et le réseau large, étendu, ok. Il y en a d'autres, ok, le PAN, tout ça, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de vous embrouiller. Retenez ces trois-là: le LAN, le MAN et le WAN, ok, WRN. Revenons. Les scripts vont nous permettre justement de récupérer tout un paquet d'informations comme je vous le disais. Et enfin, le but de Nmap, c'est quoi? Eh ben, c'est d'afficher sur l'output sous Linux, sous Windows. Qu'est-ce que l'output? Sous macOS. Qu'est-ce que le standard output? C'est votre terminal, c'est votre écran. Ok? Votre terminal, vous l'utilisez grâce à votre écran. Ok? Donc ça va prendre tous les résultats et le programme vous affiche un compte rendu, une synthèse. Ok? Donc j'ai pris le temps de bien vous expliquer l'intro. Ok, maintenant on va aller un petit peu plus vite parce que sinon on va passer des heures. Ok, donc voyons le principe de réseau sous réseau. Donc encore une fois, je vous dis, si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi vous montrer un petit truc quand même. On va faire très simple. Quand je veux pinguer, ok, je veux pinguer, lancer une requête request, ok. Alors faites bien request, hein, requête, et ensuite on attend une réponse. L'ordinateur qui envoie la requête et l'autre ordinateur qui envoie une réponse. Ok? Pour répondre à quoi? À la requête initiale. Ok? Donc je vais faire une requête de ping entre quoi? Entre l'ordinateur 1 et le 6. Et on va voir comment ça passe. Ok? Donc là les paquets, hein, comment ça se passe? Le computer 1 il l'envoie, ça passe par quoi? Par deux switches et un routeur. Ok? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il interroge à chaque fois les équipements. Le paquet part, ok? Le premier switch, il dit, hey, computer 1, computer 3, c'est toi, computer 6? Le computer 3, il fait 1, moi je suis pas computer 6. Computer 2, il fait 1, moi je suis pas computer 6. Donc le switch, il dit, ah, ok, vas-y, continue. Le paquet, il continue, il fait, ah, salut routeur, tu connaîtrais pas un computer 6? Le routeur, il fait, si, si, peut-être, va voir le switch 2. Le paquet, il demande au Switch 2, tu connaîtrais pas le Computer 6? Le Switch 2, il fait, Computer 4, c'est toi le 6? Lui, il fait, non, non, moi je suis le 4.
Le 5, il pose la même question. Le 5 lui répond non, non, là, il n'y a que 4 et 5. Le 6, il est là. Le switch 2, il dit au paquet, ah bah écoute, continue. Et c'est l'ordinateur 6, la destination. Ok. Et c'est typiquement ce qui se passe. Interrogation en bleu, paquet qui traverse en vert. Ok. Faire une response. Là, je vais répondre. Donc, qu'est-ce qui se passe si on fait une request? Ok. Je reprends de tout en haut. Ok. Il faut le routage. Le routage permet de définir les routes sur le réseau. Ok? Et ben c'est exactement ça. L'ordinateur 1 dit à l'ordinateur 6, eh, t'es pas sur mon réseau local. Je peux pas communiquer. J'ai besoin d'utiliser la passerelle du routeur. Ok? Il va voir le routeur, il fait, eh, je peux me passer ta passerelle? Le routeur, il dit, attends, 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 je vais faire une requête ARP sur le switch 1. Il fait une requête ARP, l'ordinateur 1 et 2 et 3, pardon, disent, non, non, c'est pas nous. Ok? Donc, euh, il envoie un paquet réseau, ok, sur les switches. Ensuite, il dit, ah bah c'est peut-être le switch 2. Il fait une nouvelle requête ARP. Et là, les trois autres ordinateurs disent, ah ouais, lui c'est pas moi, lui c'est pas moi, c'est lui, ok. Le routeur est maintenant informé, ok, il a la réponse ARP et il va envoyer un ping à l'ordinateur 6, il va lui dire, hey, l'ordinateur 1 qui veut communiquer, t'es sûr que c'est bien toi, tu veux récupérer le paquet réseau? Et l'ordinateur 6 va dire, ouais, 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 moi je veux bien récupérer le paquet réseau. Et le paquet réseau va transiter comme ça verticalement, et l'ordinateur 1 va pouvoir communiquer avec le 6 va pouvoir communiquer avec le 1. Mais il peut communiquer uniquement parce que il y a le switch qui reroute les transactions, les communications, et le routeur qui sert de passerelle. Le routeur sert de passerelle entre quoi et quoi? Entre le switch 1 et le switch 2. Si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué, là on a quoi? On a un réseau, ça c'est le réseau. On a une passerelle ici, ok? On a des pare-feux qui sont intégrés, ok? Au niveau du routeur. Et on a deux sous-réseaux. J'ai un premier sous-réseau qui est composé de l'ordinateur 1, 2 et 3, et j'ai un deuxième sous-réseau qui est composé de l'ordinateur 4, 5 et 6. Ok? Chaque sous-réseau est connecté à un switch. Ok? Et les switches automatiquement sont toujours connectés à un routeur. Ok? Et le routeur après, eh ben, il est connecté à Internet. Ok? Donc ça permet de faire communiquer tout ça. Je ne vais pas développer le TCP packet, le handshake et tout ça parce que je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Donc maintenant que on a vu ça, revenons à nos moutons. Ok? On va passer en revue le principe de segment de réseau. Ok? C'est un groupe d'ordinateurs connectés à l'aide d'un support partagé. Par exemple, le support peut être un switch, un commutateur Ethernet ou un point d'accès Wi-Fi. Ok? Donc, un réseau IP, généralement, c'est un sous-réseau. C'est l'équivalent en fait de quoi? Je vous l'ai dit, de plusieurs segments de réseau connectés ensemble et configurés pour utiliser le même routeur. Le segment réseau fait référence à une connexion physique, tandis qu'un sous-réseau fait référence à une connexion logique. Quelle est la différence? Physique, vous pouvez toucher avec vos mains, voir avec vos yeux. Le routeur, vous le voyez. Votre Livebox, c'est un routeur. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Par contre, votre sous-réseau en 255, 255, 255 réseau, c'est une abstraction. Ok? C'est un concept intellectuel. Ok? Pour nous, humains, c'est une connexion logique. Qui dit logique dit virtuel. Ok? C'est virtuel. Ok? C'est un concept appliqué à une connexion physique qui existe bel et bien. Ok? Donc, dans le diagramme de réseau suivant, on a quatre segments ou sous réseau de réseau. En effet, j'ai quoi? J'ai mon network D qui est en 10.4.0.0.16. J'ai mon network C qui est en 10.3.200.0.24. J'ai mon A qui est en 10.1.100.0 et j'ai mon network B qui est en 10.
2 0 0 16. Donc vous voyez qu'ils ont tous, hein, une classe différente, ok? Un cidre, ça c'est ce qu'on appelle le CIDR, on y reviendra plus tard, ok? Mais ça nous permet en fait l'allocation au niveau du réseau et son attribution en fait, hein. On va, comment dire, calculer le réseau, les routes et le sous-masque réseau. C'est le boulot des administrateurs réseau. Ok? On nous apprend ça, l'étape de routage et tout ça, je vous expliquerai, on y reviendra plus tard. Mais là, on voit bien ces quatre sous-ensembles. Ok? Donc, d'une manière générale, votre système sera connecté à l'un de ces sous-réseaux. Ok? Un sous-réseau ou simplement un sous-réseau à sa plage d'adresse IP et est connecté à un réseau plus étendu via le routeur. Ok? Il peut avoir un pare-feu appliquant des stratégies de sécurité en fonction de chaque réseau. Là, je vais avoir un, un pare-feu, ok, avec des règles de sécurité. Là, je vais avoir un autre pare-feu avec certaines règles de sécurité, ainsi de suite. Ok? Chacun est indépendant, mais ils sont tous interconnectés. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un cidre de 16 et un cidre de 24. Cidre de 24, cidre de 16. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans trop rentrer dans les détails. Ça signifie que pour chaque réseau, on a un sous-réseau. Donc si on a un sous-réseau, on a un masque de sous-réseau. C'est ce qu'on appelle un subnet masque. Ok? Là, il est écrit en 255, 255, 0, 0. Ok? Ça veut dire que le sous-réseau peut avoir 65 000 hôtes. Ok? Un sous-réseau de 24, c'est ce qu'on appelle du classe C. Là, cette fois-ci, c'est du 255, 255, 255, 0. Donc, on peut avoir 255 machines. Mais on en compte 250. Je vous expliquerai plus tard, ok? Parce qu'on a la gateway, parce qu'on a le broadcast. Bref, on en retire. Mais on va faire très très simple. De toute façon, je vous expliquerai tout ça. Et je crois que je vous ai déjà fait la vidéo, mais on va aller voir un petit peu ce principe, vite fait. Peut-être le CTF, hein, si vous ne l'avez pas vu, hein, le principe de switch, le principe de routeur, ok? Et le principe de subnetting, ok? L'adressage et tout ça. Faites les exercices. À quoi ça correspond, hein? On a 4 octets de 8 bits, c'est du 32 bits, 4 fois 8, 32, et on a des valeurs de 0 à 255. Ok? Donc ça, pareil, je vous l'ai expliqué, je crois que j'ai fait des vidéos. Allez voir ou creuser sur Internet, je vous en reparlerai plus tard. Ok? Mais on va faire simple. Là, on a quoi? On a 255 machines sur le réseau maximum. Là aussi, et là, on peut en avoir combien? Bah, vous avez vu, 65 000. Ok? Donc ça, c'est du classe C. Le classe C est très utilisé naturellement en entreprise. Ok? Où on va avoir de nombreuses machines. Ok? Donc, dans le cadre de la reconnaissance active, nous souhaitons découvrir plus d'informations sur un groupe d'hôtes ou un sous-réseau. Vous êtes connecté au même sous-réseau. Dans ce cas-là, vous pourrez tout à fait vous servir d'ARP, Address Resolution Protocol, protocole de résolution d'adresse, pour découvrir les hôtes actifs sur mon sous-réseau. Dès que je sors du sous-réseau, je ne pourrai plus utiliser ARP, que ça soit bien clair. Une requête ARP vise à obtenir quoi? Je vous ai dit une adresse matérielle MAC, ok, qui est codée en dur sur votre carte réseau, qu'on peut changer, spoofer, mais en principe, on ne peut pas le faire. C'est une technique de hacking qui permet de faire ça. En principe, quand on crée votre carte réseau, qu'elle sort d'usine, elle a une adresse MAC dédiée. Et une carte réseau n'a pas la même adresse MAC qu'une autre. C'est impossible. Ok? À moins qu'on usurpe, qu'on fasse du spoofing de MAC. Ok? Et typiquement, c'est ce qu'on fera en hacking pour masquer nos traces ou pour se faire passer pour un autre ordinateur, pour une autre tablette, pour une autre imprimante, pour un autre téléphone sur le réseau. Ok? Et pouvoir accéder aux droits qui était alloué à cette adresse MAC. Donc l'ARP, il fait quoi? Il fait la communication entre l'adresse IP, ok, et l'adresse MAC. C'est tout le temps ce binôme. Une communication, c'est quoi? C'est une adresse MAC
et une adresse IP qui permet de communiquer avec quoi? Bah, avec la couche de liaison. Ok, je vous ai parlé du modèle aussi, TCP, je vous ai fait des vidéos, je ne vais pas redévelopper. Ok, mais on peut également l'utiliser pour déduire que l'hôte est en ligne. Ok, on va voir la couche, la link layer. Ok, et ça va nous permettre de savoir si la machine est présente, elle est en ligne ou pas. Ok, donc si on est dans le réseau A, par exemple, celui-ci, je vais pouvoir utiliser ARP pour savoir si tous les équipements sont en ligne ou pas. Ok, mais si je fais de l'ARP, je ne pourrais pas aller voir ce qui se passe sur le B, je ne pourrais pas aller voir ce qui se passe sur le C, je ne pourrais pas aller voir ce qui se passe sur le D. Pareil, il faut que ça soit bien clair. Ok, donc là, on voit que le A, en effet, je peux, tout ce qui est sur le 10, 1, 100, 0, eh ben, je peux scanner les 255 machines qui sont là-dessus, hein. Et si on est connecté à un sous-réseau différent du sous-réseau ou à d'autres systèmes cibles, eh ben, les paquets générés par votre scanner seront acheminés par quoi? Par le routeur, en fait. C'est le routeur qui va dire, écoute, là il y a un routeur, là il y a un routeur, là il y a un routeur, là il y a un routeur. On dira, écoute, ah non, non, c'est pas le bon sous-réseau, il faut qu'on qu'on continue. Les paquets maintenant sont plus au sein du réseau, ils sortent sous un autre sous-réseau, donc il faut qu'on les route, ok? Qui suivent une autre route, ok? Donc ils seront réacheminés par la passerelle. La passerelle, on l'a vu, c'est le routeur pour atteindre les systèmes sur un autre sous-réseau. Toutefois, les requêtes ARP ne seront pas acheminées et ne pourront donc pas traverser le routeur de sous-réseau. ARP est un protocole de couche de liaison et les paquets sont liés à leur sous-réseau. Donc je pourrais faire quoi? De l'UDP, du TCP, il n'y a pas de problème. Je pourrais faire des pings, echo request, pour passer d'un sous-réseau à un autre sous-réseau. ARP, par contre, reste dans sa bulle. Et il y reste. Ok? Ça, faut bien le retenir. Ok? Donc, on va avoir un exemple. À partir de l'ordinateur 1 vers l'ordinateur 1, hein, type de paquet demande ARP et les données computer 6. Ok? On va demander une requête. On va voir comment ça fonctionne. Donc, je vais dégager tout ça. Ordinateur 1. Ok. Vers quoi? Ordinateur 1, ouais, mais ça c'est mal traduit. Qu'est-ce qu'ils mettent? Indicate, ouais, donc c'est le broadcast, on est d'accord. Il veut quoi? Demande ARP. Ok. Ordinateur 1, à quoi? ARP request. Ok. Build data, c'est quoi? Ok. On voit bien que ça envoie des paquets à tous les ordinateurs qui sont présents sous le sous-réseau. Via le switch, ça fait des paquets ARP. Ça envoie les paquets. Coucou, qui c'est qui est le numéro 6? Qui c'est qui est le numéro 6? Ok? Donc là, ça, j'espère que c'est clair. Mais vous voyez bien que les paquets bleus, ils sortent pas. Ça, c'est un sous-réseau. Ça, c'est un autre sous-réseau. Ce sous-réseau ne reçoit pas les paquets ARP. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est la couche de liaison et que eh ben, ça ne peut pas sortir du sous-réseau. Ok? C'est le principe de la ARP. Donc, combien d'appareils peut voir la requête ARP? Elle envoie combien? Un, 2, 3. Ok? Mais l'ordinateur 1 Mais l'ordinateur 1, c'est le broadcast. Le broadcast, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui va initier la communication. Ok? Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Pardon. Ok. Combien on a d'appareils? Eh ben, le premier, il envoie la requête ARP, le switch. Ok? Donc lui, on ne le compte pas, hein. C'est lui qui diffuse. On a quoi ensuite? Combien d'appareils? On a l'ordinateur 1, on a l'ordinateur 3.
on a le switch qui reçoit la requête ARP et il renvoie la requête ARP également au routeur. 1, 2, 3, 4. Lui, on ne le compte pas, c'est lui qui envoie le message. OK? L'ordinateur 6, est-ce qu'il l'a reçu? Bah non, on a vu que les paquets, c'est de l'ARP, il ne peut pas passer. Hein? Les paquets passent par le switch, le 2, le 3, le routeur. Non. OK? Maintenant, si je dis ordinateur 4, OK? Il diffuse. C'est le 4 qui diffuse vers quoi? Une demande ARP, pareil. Vers quoi? Vers le numéro 6. Ça fait exactement la même chose. On est d'accord? Hmm. La réponse ARP, c'est et numéro 4. Écoute, moi je suis le numéro 6. Ils communiquent tous les deux via le switch en ARP. OK? Là, il dit ouais, ouais, le 4, c'est bien moi. OK? La ARP response, ça l'envoie. OK? Ils communiquent entre eux. C'est exactement comme ce qu'on a vu là-haut. OK? Combien d'appareils peuvent voir la requête ARP? Bah, c'est pareil. OK? On en a 4. C'est exactement le même sous-réseau. Donc il n'y a aucune raison pour que ça change. L'ordinateur 6 a répondu, bah oui, parce que là, quelle est la différence majeure? OK? C'est qu'avant, on avait l'ordinateur 1 qui était sous un autre sous-réseau qui voulait communiquer au 6. Là, c'est le 4 qui veut communiquer au 6. Quelle est la différence fondamentale? Ils sont sous le même sous-réseau. Donc là, oui, 6 répond. Il peut. OK? Puisqu'il n'est pas bloqué par la passerelle, par le routeur. OK? Et qu'on a vu les paquets ARP, ils communiquent soit là, soit ils communiquent là. Mais ils ne peuvent pas passer de là à là ou de là à là. On est d'accord? Donc, yes. Donc ça, l'ARP, il faut que ça soit bien clair. Hein. Pensez que dès que vous utilisez l'ARP, ça sera sur votre sous-réseau. OK? Et si vous devez communiquer ailleurs sur le réseau, eh ben, il faudra utiliser autre chose. OK? L'ICMP ou le TCP et l'UDP. On verra plus tard.